Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Nous sommes aujourd'hui le dimanche 13 février, demain c'est le 14. Bonne Saint-Valentin. Un tweet a été fait hier par une personne dont on a déjà parlé, que certains aiment, que certains apprécient, que d'autres détestent. Force est de constater que néanmoins dans toute sa carrière, auprès de différentes personnalités politiques, même ayant été conseiller de notre ancien président, très ancien président pour certains, qui était François Mitterrand, c'est Jacques Attali. Et force est de constater que, même si Jacques Attali, on ne peut pas forcément le porter dans son cœur, dans la plupart de ses analyses, dans la plupart de ses conclusions, de ses prédications, force est de constater que dans de nombreux cas, il a souvent eu raison. Or là, on a envie de penser qu'il est tort. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a tweeté ceci. Il a tweeté « Dans les années 20 du siècle précédent, une grande pandémie succéda à une très grande guerre. Dans les années 20 de ce siècle, une très grande guerre peut succéder à une grande pandémie. » Alors, en effet, c'est rassurant. Donc finalement, on espère que sur ce point-là, il est tort. Parce que, en effet, dans cette vidéo, je vais revenir sur l'Ukraine et sur les convois de la liberté, faire un bilan parce que je pense qu'il est important. En ce qui concerne l'Ukraine, ici aux États-Unis, vous avez l'esprit va-t-en-guerre qui est en train de se répandre dans un certain nombre de médias. Il y a 2 jours, le Pentagone qui a mis une alerte en disant que ça y est, on a la conviction, on est sûr que Poutine va envahir l'Ukraine au plus tard, avant la fin de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine. Alors qu'en réalité, on a des sons de cloche qui sonnent de tous les côtés de façon très divergente. En effet, aux États-Unis, on a, comme je viens de vous le dire, des va-t-en-guerre. C'est-à-dire ceux qui veulent la guerre. Ils veulent la guerre, pourquoi? Mais, attendez, votre président, Joe Biden, lui-même, a dit hors de question d'envoyer des Américains sur le territoire ukrainien. À la limite, faire du soutien. Mais le soutien, ça a ses limites. Parce qu'il y a un moment donné où le soutien, on a vu ce que ça donnait en Syrie, on a vu ce que ça donnait en Libye, on a vu ce que ça donnait dans différents endroits, sans que, évidemment, le pays en lui-même vienne se salir les mains directement. Là, on a quand même affaire à un pays qui a l'arme nucléaire. Donc évidemment, là, ça change quand même toutes les donnes. Surtout au niveau stratégie. Et puis, vous avez Macron. Alors, soi-disant, la raison pour laquelle il a été accueilli de cette façon, c'est parce que M. Emmanuel Macron, président de la République française, a refusé de se soumettre à un PCR. Moi, il y a quand même un détail qui m'interpelle, c'est que on voit Macron arriver dans cette fameuse salle avec cette grande table. Alors, il y a une vidéo qui circule pas énormément. C'est une vidéo où on voit Macron accompagné d'un homme en jupe. Si je retrouve l'image ou si je retrouve la vidéo, j'essaierai de vous la mettre ici. Parce que tout le monde se pose la question. On se dit, est-ce que c'est quelqu'un du Kremlin qui en jupe? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui accompagne Macron? On ne sait pas. Fin de l'aparté. Et évidemment, Macron s'est joué de ce petit sobriquet de pacificateur, alors qu'en réalité, à peine il a quitté les endroits que très très vite, le Kremlin a dit non, attendez, il n'y a pas eu d'accord de trouver avec Macron, il y a eu une discussion diplomatique, mais sans plus. Et pareil du côté ukrainien. Zelensky a dit non, mais attendez, ok, on est très content d'avoir reçu Macron, on a pu discuter, etc. Mais
Macron ne repart pas avec un accord ou une parole, quelle qu'elle soit. Donc Macron s'est fait un petit peu mousser de jouer les pacificateurs. Et il y a un ambassadeur, l'ambassadeur russe d'Azov, je crois, qui a dit une chose qui est tout à fait juste. C'est que Macron n'est pas l'OTAN. Et en plus, Macron n'a pas de mission, n'est pas mandaté par l'ONU, que je sache. Donc c'est une initiative personnelle, semble-t-il, qui n'a absolument aucun lien. Même l'Union européenne n'a officiellement pas adoubé la visite de Macron chez Poutine et chez Zelensky pour trouver un accord. Donc on a on a l'impression que c'est bien une initiative personnelle pour se la péter, genre je suis le pacificateur. Oui, sauf que pacificateur, t'as absolument rien foutu, t'as rien tiré, t'as rien obtenu, puisque la tension est toujours présente. Nous avons d'un côté les Occidentaux qui sont en train de nous préparer psychologiquement à l'invasion de l'Ukraine, et qui donc, par conséquent, justifieraient que nous intervenions également. Alors, dans un premier temps, de loin, comme je vous l'ai dit, avec des frappes chirurgicales, avec une assistance aérienne, avec des drones, etc. Sauf que pour l'instant, en Russie, ils disent non, pour l'instant, mais quel intérêt qu'on aurait d'envahir l'Ukraine? Alors on dit, oui, mais regardez, là, renforcement des positions, c'est la preuve que c'est imminent. Oui, sauf que les médias américains, comme les médias européens et français, omettent un détail quand même non négligeable. C'est que, depuis le début de la semaine dernière, les forces armées ukrainiennes ont renforcé, elles, leur position à la frontière, ou à tout du moins à la ligne de front, avec les deux républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, ce qu'on appelle plus vulgairement le Donbass. Donc, voyant ça, la Russie, se disant, tiens, ils ont peut-être l'intention de faire une offensive sur des territoires russophones, nous voulons protéger des ressortissants qui ont une culture commune avec nous. Voire même, je le rappelle, je crois que les russophones, les Ukrainiens russophones ont obtenu une nationalité russe, des passeports russes. Donc, ils ont presque légitimement la double nationalité. Donc, si on agresse des Russes, j'ai envie de dire, il y a une certaine logique dans la démarche. Mais évidemment, c'est bien connu, les Occidentaux, eux, présentent les faits d'un certain angle, d'un certain point de vue, mais omettent volontairement de donner un certain nombre de détails. Donc, je maintiens qu'il n'y a absolument aucune raison, il n'y a intérêt à ce qu'il y ait un conflit avec l'Ukraine, si ce n'est en effet satisfaire les empires militaro-industriels américains, de faire une petite guéguerre pour pouvoir commencer bien l'année 2022 en commençant à s'assurer un chiffre d'affaires non négligeable. Sauf que le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est quoi une guéguerre puisque Joe Biden a dit qu'il n'y aurait pas d'Américains sur le sol ukrainien. Puis bon, l'Europe, c'est pareil. Je veux dire, Macron, il ne faut pas qu'il s'amuse à le balancer en disant si la Russie envahit l'Ukraine, je décide d'envoyer des renforts. Etc. Non, qu'est-ce que tu vas envoyer des renforts dans une affaire où ça ne te concerne pas? Ah oui, par contre, oui, ça concerne l'Union européenne parce que c'est à cause de l'Union européenne si l'Ukraine aujourd'hui est dans cet état. Je ne vais pas revenir sur l'historique, mais il va falloir arrêter 2 minutes de vouloir toujours montrer la Russie comme étant la responsabilité de tout, pour montrer Poutine comme étant le méchant dictateur, parce que il y a de la géopolitique derrière. La géopolitique, elle est ce qu'elle est. Alors, que l'on veuille défendre des concepts ou des idées d'un côté contre Poutine parce qu'on estime qu'il n'est pas dans le modèle, qu'il n'est pas dans le moule que de ce que l'on croit ou de ce que l'on estime être la seule vérité, la seule issue, la seule démocratie acceptable, non,
je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Poutine, pour moi, est quelqu'un qui n'est pas parfait. Poutine a ses défauts, mais ses défauts sont peut-être aussi à l'image de la particularité de son pays, de la particularité de cette culture, de la particularité aussi qu'il s'agit d'une jeune démocratie. Je rappelle que nous autres Français, lorsqu'on voit l'état de notre République aujourd'hui, cette République que nous avons, elle a été forgée au forceps avec des événements, avec l'histoire depuis 200 ans, depuis la Révolution française. La Russie, ça fait quoi? Ça fait depuis le début des années 90 qu'elle goûte à la démocratie. Puisque je rappelle, avant c'était l'Union soviétique, et avant c'était un empire. Hein, c'était le tsar. Donc, il y a un moment donné, il faut savoir remettre les choses en perspective. Et il faut aussi prendre en considération les particularismes géopolitiques, les particularismes géographiques, ethniques. Hein, parce que, je rappelle, encore une fois de plus, en France, nous avons cette particularité d'avoir depuis très longtemps ce concept qui dit que tu naisses français, que tu naisses étranger, ou d'origine étrangère, ou que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois nain, que tu sois autiste, que tu es français. Unique et indivisible. Ce qui n'est pas le cas chez d'ailleurs nos voisins européens, je rappelle. Donc cette diversité, hein, dans laquelle on essaie de faire fonctionner une Union européenne, dont d'ailleurs ça ne marche pas, puisque chacun a ses intérêts, chacun a ses particularismes. Donc forcément, si on prend un modèle pour l'imposer à tous les autres, bah, ça veut dire qu'il faut détruire l'État-nation. Il faut détruire la souveraineté, il faut détruire la France. Emmanuel Macron, depuis 5 ans, c'est ce qu'il fait. Et donc là, la prochaine élection, 2022, si vous re-signez pour 5 ans avec Macron, j'ai envie de dire aux jeunes générations, quittez la France, allez vivre ailleurs. Venez aux États-Unis ou au Canada, etc. Vous verrez, vous trouverez du boulot. C'est pas parfait, mais au moins, vous aurez le mérite peut-être enfin d'être reconnu pour vos compétences et vos connaissances. Mais ne restez pas en France. Parce qu'en France, ça va être un chaos. Ça va être un chaos, ça va être indescriptible. Tout le monde va venir pleurer. Je vais revenir avec les convois de la liberté. Donc, pour l'instant, la guerre en Ukraine, vous avez un florilège de discours. Un côté pour faire peur, attention, la guerre, évidemment sur les réseaux sociaux, oui mais attention, hein, la Russie, ils ont des missiles nucléaires. Hein. Et j'ai envie de dire, mais pas que. Dois-je vous rappeler cette petite histoire qui vient d'arriver à des navires britanniques? Alors, source officielle, il s'agit de défaillance technique sur les systèmes électriques. Défaillance technique sur les systèmes électriques. Ça vous rappelle pas l'histoire de ce navire américain, l'USS Thomas Cook? Par 2 fois, qui lui aussi a eu des avaries de défaillance de systèmes électriques et donc sur leur système de détection. Et comme par hasard, ça leur est arrivé au moment où des Sukhoi leur ont frisé les moustaches. Que, finalement, ils ne les ont pas vus arriver. Et là, c'est des Britanniques. Étrange. Et oui, parce que la guerre technologique, c'est aussi ça aujourd'hui. C'est réussir à perturber par la production de champs électromagnétiques des navires, par exemple, ou des appareils, ou des avions. Alors, en effet, la parade, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la technologie pour protéger ces navires d'attaques électromagnétiques. Sauf que le problème, c'est que là, le Thomas Cook fait partie de ces navires de nouvelle génération qui sont normalement protégés contre des attaques ou des impulses électromagnétiques. Donc ça fout un petit peu la merde, si vous voulez. Alors maintenant, moi je vous dis, guerre en Ukraine, impossible. Sauf, évidemment, si Kiev, qui d'ailleurs se voit alimenté de matériel militaire, d'armes, de munitions, etc. En effet, on peut se dire pourquoi investir autant d'argent pour aider l'Ukraine en matériel militaire si c'est pas pour un projet. C'est
pas pour un plan, pas pour une stratégie. Oui, en effet. Et la stratégie, c'est peut-être justement de pousser l'armée ukrainienne d'aller taper le Donbass. Pour l'instant, il n'est pas question d'utiliser l'armée ukrainienne pour les récupérer, la Crimée. Mais le Donbass, pour l'instant, oui, c'est possible. Et de ce fait, faire réagir la Russie. Parce que si la Russie rentre en Ukraine, ce n'est uniquement que sur ce point-là. C'est que si jamais l'armée ukrainienne décide d'attaquer et d'envahir le Donbass. Alors évidemment, certains analystes vont vous dire « Ben oui, mais ils ont là, c'est normal. » Le Donbass, Lugansk et Donetsk appartiennent à l'Ukraine. Donc ce n'est que rétablir la souveraineté de l'Ukraine que de reconquérir ces territoires qui ont fait sécession. D'un certain point de vue. Sauf que le problème, c'est que l'Ukraine, je répète, l'Ukraine fait partie de tous ces pays qui, au fil de l'histoire, ont vu des brassages, ont vu des métissages, et qu'aujourd'hui, l'Ukraine, ce n'est pas un peuple unique et indivisible, c'est un peuple métissé, c'est un peuple à la fois ukrainien, russophone. Or, on a vu ce qui s'est passé, puisque la raison pour laquelle aujourd'hui ces deux républiques se sont déclarées autonomes, c'est après ce qui s'est passé à Odessa. C'est-à-dire les décisions qui ont été faites par, à l'époque, le gouvernement Poroshenko, qui, pour se maintenir au pouvoir, s'est allié avec des mouvements extrémistes nationalistes, voire néo-nazis, et que ceux-ci ont eu des exigences, et parmi ces exigences, c'est de proclamer l'interdiction formelle de l'usage du russe. Sauf qu'évidemment, les Ukrainiens russophones se sont un petit peu rebellés, ça a commencé à partir en vrille, et ça a donné, on se souvient, la maison du peuple à Odessa, qui a été un véritable massacre. Et de ce fait, c'est ce qui a d'un côté engendré, de par la proportion de population, l'indépendance de la Crimée qui s'est ralliée finalement par référendum à la Russie, et l'autoproclamation des deux territoires autonomes et indépendants de Lugansk et de Donetsk, ce qu'on appelle le Donbass. Voilà. Voilà en gros l'histoire. Sauf que c'est pas cette histoire-là qui est aujourd'hui racontée dans les médias français, ni dans les médias occidentaux d'ailleurs. Hein? L'histoire qu'on raconte, c'est l'influence de la Russie qui a provoqué justement cette situation. Je rappelle, la Crimée n'est toujours pas officiellement reconnue par la communauté internationale comme faisant maintenant partie de la Russie. Donc, je vais terminer sur l'Ukraine là-dessus. Une guerre en Ukraine, c'est débile, ça n'a aucun intérêt, personne n'y trouvera son compte, mais comme on est géré, comme on est dirigé par des tarés, comme aujourd'hui le modèle du nouvel ordre mondial, le grand reset, etc., ont du mal à s'installer, et qu'il y a un impératif aujourd'hui à absolument accélérer les choses, parce que la pandémie, là aujourd'hui la pandémie commence un petit peu à s'estomper. Donc si la pandémie s'estompe, là évidemment vous avez tous les facteurs économiques qui sont en train de remonter à la surface. Inflation un peu partout, augmentation des prix, l'endettement, l'effondrement, des faillites, etc. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc forcément, provoquer une guerre, hein, on connaît la stratégie. Hein. Sauf que là, provoquer une guerre, c'est pas une guerre comme on a eu la Syrie, comme on a eu la Libye, comme on a eu le printemps arabe. Là, on a quand même deux forces qui sont munies de l'arme nucléaire. Je vous rappelle quand même que pendant le conflit syrien, dans la mer Noire, il y a eu quand même des frictions. Hein, ça a failli. Je crois que c'était en 2014 ou 2015, je ne sais plus. On a failli basculer. Mais voilà, à un moment donné, ils se sont dit, bon, ok, on va faire descendre un petit peu la tension, parce que là, on ne peut pas aller plus loin. Si on va plus loin, c'est le bouton rouge. Donc finalement,
je rajouterais quand même que, en réponse à cette manipulation de l'Occident sur l'Ukraine, la Russie a annoncé qu'elle faisait un rapprochement avec un certain nombre de pays d'Amérique latine, plus particulièrement Cuba, plus particulièrement le Venezuela. Donc on va bien voir comment les choses vont évoluer. De toute façon, on le sait, s'il y a confrontation directe avec la Russie, les conséquences vont forcément être globales, ne serait-ce que déjà minimum économique, puisque quand même, vous avez une guerre aussi énergétique derrière, puisque les Américains n'ont jamais apprécié la construction du fameux Gulf Stream, du fameux Nord Stream 2, qui permettait à la Russie de pouvoir alimenter l'Europe et plus particulièrement l'Allemagne en gaz, sauf que là les Américains se sont fait planter au poteau avec leur fameux gaz liquéfié. Donc voilà pourquoi la raison Biden a menacé que le Nord Stream 2 devra être fermé si jamais il y a conflit en Ukraine. Et évidemment, les fournisseurs d'énergie américains vont être contents parce qu'ils vont pouvoir alimenter l'Europe avec du gaz liquéfié. Alors on a quand même, en France, on a été rassuré qu'il y avait suffisamment de stocks de gaz pour passer l'hiver. Sauf que le problème, c'est que si peut-être on l'a ici, on ne l'aura peut-être pas forcément pour le reste de l'année. Donc là, j'ai envie de dire, encore une fois de plus, bon an, mal an, s'il y a malheur pour les uns, il y a du bonheur pour les autres. Et plus particulièrement les Américains qui, eux, évidemment, tireront toujours leur épingle du jeu pour leurs intérêts économiques. Donc, on va voir comment la situation va tourner. Je ne pense pas qu'il y ait conflit ukrainien, ou alors, comme je vous le dis, c'est que derrière, il va y avoir un intérêt à créer un conflit extrêmement dangereux, extrêmement sensible, sur lequel on va apposer eh bien, des lois, des raisons liberticides au vu de la situation, au vu du contexte conflictuel qui va s'installer naturellement si conflit il y a en Ukraine. Donc, affaire à suivre. Et enfin, je vais terminer la vidéo avec le petit bilan à tirer sur ces fameux convois de la liberté. Donc hier à Paris, on a pu voir les images, etc. En ce qui concerne le Canada, l'État fédéral de l'Ontario a pris des mesures drastiques. C'est-à-dire que là, c'est des grosses amende plus de la prison, donc évidemment à Ottawa la situation devient compliquée. Les barrages qui avaient été à Coast et au Ambassade Bridge sont actuellement en situation d'être dégorgés, on va dire. Je crois que les camions sur l'Ambassador Bridge ont été bloqués parce que les flics ont l'intention de punir, hein, tout simplement. Et en ce qui concerne la France, c'est un échec, j'ai envie de dire. Bon, oui, il y a eu des gens, oui, ça a manifesté, oui, ça a pu s'exprimer. Sauf que, comme malheureusement avec les Gilets jaunes, ça ne servait à rien. Et ça ne sert plus à rien. Et en plus de ça, on a pu constater que les forces de l'ordre se sont données à cœur joie. La majeure partie d'entre eux étaient des BRAVM, les fameux braves motorisés, comme on les appelle. Je rappelle le principe de ces braves, ce ne sont pas des unités qui existent, hein, il n'y a pas de, ce ne sont pas des compagnies spécifiques, ce sont en fait des ordres de mission, c'est-à-dire que c'est un ordre de mission de maintien de l'ordre qui est promulgué par l'autorité et dans laquelle vient s'incrémenter en fait des volontaires. Alors des volontaires qui sont volontaires ou des volontaires désignés d'office, comme on appelle ça. Et souvent, malheureusement, dans ces unités-là, ce sont souvent des cow-boys, des excités, des adeptes de la matraque, des gens qui ont besoin d'un petit peu de se défouler, hein, comme dirons-nous. Et en réalité, ce sont des unités où les gens qui travaillent ensemble, en fait, ne se connaissent pas souvent. Alors, certains se connaissent parce que depuis les Gilets jaunes, c'est souvent les mêmes qu'on retrouve sur ce genre d'opération. Donc oui, l'opération, ça a été la répression, tout simplement. Répression qui démontre bien que de toute façon aujourd'hui manifester ne sert plus à rien, puisque c'est cause toujours finalement. Non seulement c'est cause toujours, mais en plus de ça,
on discrédite, on étiquette et on alimente encore plus de la colère. Et j'ai envie de dire que beaucoup des Français qui ont peut-être manifesté à Paris aujourd'hui sont complètement perdus. Ils sont dans un désespoir de se rendre compte que finalement, ce que la démocratie leur procure comme moyen d'expression, eh bien aujourd'hui l'autorité se torche le cul littéralement avec. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus écoutés. Je dirais même ils ne sont plus écoutés, ils sont méprisés. Ils sont méprisés, ils sont catalogués, ils sont étiquetés, ils sont insultés. J'ai envie de dire que ça, c'est un procédé qui, à mon avis, va avoir des répercussions. C'est-à-dire que s'il y a des gens parmi les manifestants qui pensaient peut-être voter encore peut-être pour Mélenchon, etc., je pense que la radicalité va forcément à un moment donné venir des gens à voter ou aller plutôt vers Zemmour ou Le Pen. Malheureusement, enfin malheureusement, peut-être heureusement aussi, on ne sait pas. Mais je suis désolé, je vais dire quelque chose qui risque de choquer, mais je pense que maintenant, pour se faire entendre, il n'y a plus que la force. Il n'y a plus que la violence, il n'y a plus que, finalement, une action armée. Et ça, malheureusement, je pense que c'est quelque chose qui est inéluctable. Parce que, quand on voit certains discours, quand on entend certaines personnes qui sont parfois experts, spécialistes, des gens qui ont une certaine notoriété dans le domaine, force est de constater que eux aussi ont peur. Ils ont peur de voir des Français tomber dans une radicalité et finalement commencer à s'organiser pour finalement faire des opérations ou faire des pièges. C'est-à-dire aujourd'hui, au vu du contexte dans lequel on est, faire en sorte d'organiser ce qui va attirer évidemment l'autorité, ce qui va attirer des policiers qui vont vouloir faire leur travail, bon an, mal an, même si on a des bruits de couloir qui disent qu'au sein des corps, que ce soit de la police, de la gendarmerie et de l'armée, il y a énormément, je dis bien énormément de gens qui attendent un signe, qui attendent que le civil, que le citoyen réagisse, mais réagisse autrement que par ces manifestations qui veulent rester pacifiques. Sauf que malheureusement, rester pacifique, c'est se faire marcher dessus. Très clairement, c'est alimenter le bruit des bottes contre des gens qui veulent exprimer un mécontentement, qui veulent exprimer une colère, en dehors de certaines énergumènes, en dehors de ces gens approximatifs, qui sont d'ailleurs du pain béni pour certains médias, qu'on a pu voir, LCI, qui a fait ce reportage à charge. Donc j'ai envie de dire, alors peut-être qu'il y aura encore des manifestations, je veux dire, quand je vois les gilets jaunes, ça fait quoi, 3-4 ans qu'ils manifestent, les antipasses qui manifestent aussi tous les samedis, oh là, le convoi, le problème c'est que ça manque un peu de cohésion, ça manque un peu de cohérence, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce sont des gens qui partent en croyant être dans une sorte de, comment on appelle ça, une sorte de croisade, mais une croisade pacifique, un peu la fleur au fusil, on dirait, et puis finalement qui se retrouve en face d'une violence, qui n'est pas seulement une violence physique, mais une violence psychologique. C'est-à-dire des gens qui ont peut-être la bonne volonté ou la naïveté de croire qu'il suffit de défiler, qu'il suffit d'aller sur Paris, qu'il suffit de manifester pour, à un moment donné, faire une prise de conscience du pouvoir politique, je veux dire même du pouvoir politique, voire de la classe politique, surtout en campagne présidentielle, et se rendre compte que l'autorité, elle n'en a rien à foutre. Que je dirais même qu'à la limite, elle vous crache dessus. Ils sont au pouvoir. Et force est de constater qu'ils sont en train d'organiser une stratégie de telle manière à ce qu'ils y restent au pouvoir. Hein, je veux dire, encore ce week-end, on a vu des tractages. Alors là, c'est les jeunes. Là, ça y est, c'est les jeunes avec Macron. Là, on est dans un processus de propagande clair. On n'est pas dans de la campagne présidentielle. On est dans de la propagande. C'est-à-dire, on fait de la propagande pour un président qui n'est pas encore prononcé candidat. Comme je vous l'ai dit, sa fameuse expression, le nouveau statut de président candidat non prononcé. On est dans un délire pur. Donc comme je vous l'ai dit, moi pour l'instant,
je n'ai pas un signe, je n'ai pas un élément qui m'autorise à vous dire que peut-être il y a des chances que Zemmour ou Le Pen l'emportent, qu'il y a des chances que peut-être Mélenchon arrive au second tour. Pour moi, aujourd'hui, on est dans une pure stratégie à la 2017, c'est-à-dire le prête-nom. Alors que ça peut être Le Pen ou Zemmour, peu importe. Mais nous n'avons pas aujourd'hui suffisamment de Français qui ont compris, qui ne veulent pas comprendre, ou qui ont peur aussi, qui ont peur de faire le choix peut-être de quelque chose de différent, de plus radical, parce que de toute façon, je pense que les Français les plus lucides le savent. Ils le savent que quel que soit le résultat qu'il va y avoir au mois d'avril sur cette élection présidentielle, il va y avoir des conséquences. Il va y avoir un effet domino. Et ça, malheureusement, je ne suis pas certain qu'il y ait des Français qui y soient préparés, qui le comprennent. Il suffit de le voir hein, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui ont une naïveté désarmante, ou des gens qui vivent dans un autre univers aussi. C'est assez étrange. Donc, advienne que pourra. Pour nous, ce qui nous concerne ici aux États-Unis, il y a certains groupes qui commencent peut-être à suivre le mouvement canadien, mais c'est très sporadique, c'est très insignifiant. Et on a actuellement une confirmation que la Californie est encore en train de se vider. Elle se vide de certains Américains, plutôt de la classe petite classe moyenne, classe ouvrière, les laborieux, parce que le coût de la vie devient totalement prohibitif. C'est plus possible de vivre dans cet état si vous n'avez pas un statut, si vous n'avez pas un salaire très élevé pour pouvoir vivre convenablement. La taxation, la fiscalité est devenue tellement énorme que de simples ouvriers ou des gens qui n'ont pas forcément de grandes qualifications, ou des vendeurs par exemple, tout ce qui est vendeur, tout ce qui travaille dans les stations-service, les supermarchés, etc. Ces gens-là sont obligés d'avoir de boulot, ou alors ils sont obligés de vivre en colocation, comme c'est déjà le cas dans beaucoup d'États d'ailleurs. Vous avez beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont 20, 25 ans, 30 ans, mais qui n'arrivent pas à trouver des travails suffisamment rémunérateurs pour pouvoir se payer ne serait-ce même un loyer pour un appartement. Ils n'ont pas les moyens. Surtout ici, moi où je vis en Caroline du Nord, où on reçoit un énorme flux d'exode des États de New York, Pennsylvanie, Virginie, et du coup, évidemment, il y a de la demande au niveau de l'immobilier. L'immobilier est en train de flamber, mais d'une façon assez impressionnante. Donc voilà pour cette vidéo réaction. Donc je vous ai dit, l'Ukraine, pour l'instant, je reste très dubitatif sur une guerre possible, ou alors c'est que là, ils sont vraiment au bord du trou, ça se trouve peut-être qu'il y a un krach financier qui montre son nez, donc il faut absolument trouver quelque chose pour couvrir, mettre ça sous le tapis, si vous voulez. Et puis, Convoi de la Liberté, ils ont essayé, mais finalement ça n'a absolument rien apporté de plus, si ce n'est en effet prendre conscience peut-être à certaines personnes que finalement aujourd'hui la démocratie française est certes très menacée, puisque cette liberté qu'on a à un moment donné de pouvoir s'exprimer, cette liberté de débattre, cette liberté de critique, de contester, semble aujourd'hui être occultée et combattue par cette élite, par cette oligarchie, par cette bourgeoisie, parce que la bourgeoisie, la haute bourgeoisie parisienne aujourd'hui, elle est macroniste, qu'on soit bien clair. C'est-à-dire qu'elle vote de gauche pour les municipales, mais elle vote Macron pour leurs intérêts. Donc c'est une lutte de classe finalement. C'est malheureux à dire, mais je pense qu'aujourd'hui en France, on est en train de revenir en effet à une lutte de classe. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et encore une fois de plus, bonne Saint-Valentin pour ceux qui vont la souhaiter et la fêter.